Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. À la une aujourd'hui, la baisse historique du chômage. 66 300 demandeurs d'emploi en moins au mois de septembre. Une embellie qui touche principalement les jeunes. Nous serons dans un instant en direct de l'Elysée où vient de se terminer le Conseil des ministres. La police, toujours dans la rue. 10e jour de manifestation. À 18h, les représentants de ce mouvement seront reçus par François Hollande. En attendant, les syndicats organisent actuellement un défilé jusqu'à l'hôpital Saint-Louis où nous retrouverons notre envoyé spécial. Isoler ses combles pour 1 €, une offre commerciale réservée aux ménages les plus modestes. À suivre notre reportage chez des particuliers qui ont vu leur facture chauffage diminuer de 20 à 40%. Et puis, nous verrons avec vous, Margot Manière, quelles sont les autres solutions pour isoler sa maison. Nous partirons ensuite dans le massif des Morts, à Colaubrières, à la découverte d'une châtaigneraie. La production bat son plein à cette période de l'année et les enfants viennent en nombre ramasser les châtaignes et les marrons. Enfin, l'invité du 13h, c'est Patrick Hernandez. Vous connaissez tous son tube Born to be Alive, une chanson dont il nous raconte l'incroyable histoire dans un livre, Alive. Voilà 20 ans que la France n'avait plus connu pareille statistique. 66 300 personnes ont quitté les listes de Pôle emploi le mois dernier. Une embellie dont profitent les jeunes. Le nombre de chômeurs âgés de moins de 25 ans recule, regardez, de 5,3%. Magali Boissin et Julien Ababsin ont rencontré Mina Mansour-Oglou. Elle a 24 ans et elle vient de trouver du travail dans le secteur de la mode. À 24 ans, Mina Mansour-Oglou vient de décrocher son premier emploi. Styliste sur mesure dans cette petite entreprise. Donc là, tu as préparé le mal pour qui? Ça, c'est pour Vanessa. Du coup, j'ai mis 6 articles. Je vais voir si je trouve un manteau pour elle. Ok, très bien. Son quotidien, confectionner des malles de vêtements et d'accessoires pour les envoyer au domicile des clientes en fonction de leur goût. Donc des petites robes working girl où elle peut facilement le porter au travail. Après 5 années d'études et plusieurs mois de chômage, signer un CDI en septembre était inespéré pour elle. Je pensais vraiment pas que c'était vrai en fait au début. Après, j'ai quand même un petit moment de période d'essai, donc j'ai toujours eu peur. Mais c'est vrai que c'était vraiment le miracle pour moi d'avoir un CDI rapidement. Si l'entreprise lui a proposé ce contrat, c'est parce que son chiffre d'affaires a quadruplé cette année. Alors, elle en a eu pour 1 200, du coup, elle veut payer en 2 fois. Du coup, je lui ai dit OK, parce que ça faisait un peu beaucoup. La PME touche aussi une aide de l'État de 4 000 € pour embaucher en CDI, un coup de pouce pour recruter et fidéliser ses salariés. On n'a pas peur du CDI parce que justement, on croit en elle et on veut qu'elle reste le plus longtemps possible. En fait, je pense que aussi pour Mina, c'est plus intéressant d'entrer dans une entreprise directement en CDI parce que voilà, ça lui montre que justement, nous, on a confiance en elle. Aujourd'hui, la jeune femme est payée au SMIC. Elle espère très vite ne plus dépendre financièrement de ses parents. C'est sûr, le CDI aujourd'hui, ça me permet d'être indépendante de ma famille, de tout le monde, de pouvoir gagner mon propre argent et de le dépenser sans demander à quelqu'un. Et ça, vous appréciez? Ça, j'apprécie beaucoup. Et la première dépense est déjà programmée, des vacances au ski à Noël pour la première fois depuis longtemps. Et c'est donc Thierry Curtet que l'on retrouve en direct de l'Elysée. Bonjour Thierry, François Hollande s'est félicité sur un réseau social de ce résultat. Quelle était l'ambiance tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres? François Hollande a effectivement, pendant le Conseil des ministres, souligné ces chiffres, les bons résultats des chiffres du chômage, mais il a surtout insisté sur l'inversion de la courbe. Pour lui, ça y est, elle est là. On est sur une tendance baissière depuis le début de l'année, moins 90 000 chômeurs depuis janvier. Mais côté chiffres, les ministres en avaient d'autres en tête. Ceux des très mauvais sondages publiés ce matin, après la publication du livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Ils en intègrent donc les effets. À chaque fois, François Hollande est très bas. Il n'a jamais été aussi bas, systématiquement 4e. Et à chaque fois que ces potentiels suppléants sont testés, à savoir Emmanuel Macron, Manuel Valls et même Jean-Luc Mélenchon, et bien à chaque fois, ces personnages politiques feraient mieux que lui. Dans une conversation ce matin en micro avec des journalistes, Manuel Valls a expliqué que si le président ne se représentait pas, ce serait un choc institutionnel. Et lorsque les journalistes évoquent avec lui les mauvais sondages, eh bien Manuel Valls explique il n'y a pas de solution naturelle. Cela montre bien l'embarras dans lequel se trouve la gauche sur cette question en ce moment. Thierry Curtet en direct de l'Elysée. Merci beaucoup Thierry. 3e jour
D'évacuation à Calais, il ne reste plus désormais qu'un millier de personnes dans la jungle en attente d'une prise en charge. La préfète du département vient d'ailleurs d'annoncer que l'évacuation pourrait prendre fin à la fin de cette journée. Depuis hier soir, des incendies sont visibles dans le bidonville et ils ont repris ce matin, comme nous l'explique notre envoyé spécial Clément Le Goff. Ces départs de feu se multiplient encore ce matin et ces cabanes de bois se transforment en quelques secondes en véritables brasiers. Les migrants nous expliquent qu'ils brûlent ces cabanes juste avant de partir. La préfecture confirme que ce serait une tradition. En tout cas, les pompiers interviennent depuis hier après-midi aux quatre coins de la jungle pour tenter d'éteindre ces incendies. Nous sommes ici dans ce que les migrants appelaient la rue principale de la jungle, une rue bordée d'échoppes. Et regardez ce qu'il en reste ce matin, des débris encore fumant, tout a été entièrement calciné. Et ce qui frappe, eh bien, c'est le nombre de bouteilles de gaz. Il y en a des dizaines. Elles étaient utilisées pour cuisiner et certaines ont explosé cette nuit. C'est ce qui a d'ailleurs compliqué le travail des pompiers. Un migrant a aussi été blessé. Et dans le même temps, eh bien, vous le voyez, les évacuations se poursuivent dans le calme, et cela alors que des panaches de fumée continuent à s'échapper du bidonville. Voilà, depuis lundi, 4000 migrants ont donc déjà été mis à l'abri dans les différents centres d'accueil. Les mineurs sont, eux, relogés sur un site provisoire et adapté. 273 précisément ont pu rejoindre l'Angleterre. Les autres sont pris en charge par les associations dont la principale difficulté est d'évaluer l'âge des migrants. Marianne Mars avec Patrick Wurstorm. Ici, on les appelle les bambinos, un terme que tous comprennent et qui désigne les mineurs de la jungle. Ce matin, la file d'attente des bambinos était particulièrement impressionnante. C'est ici qu'on va les enregistrer comme mineurs candidats au départ en Angleterre. C'est impressionnant et c'est presque inquiétant, quoi. Je pense que l'organisation pour les mineurs, elle aurait dû être vue autrement. Alors c'est facile de le dire maintenant, mais je pense qu'il aurait fallu avoir une approximation plus juste. Au dernier recensement, ils étaient 1290 dans la jungle. Depuis lundi, 273 ont déjà rejoint l'Angleterre. Les autres, s'ils sont effectivement considérés comme mineurs, sont hébergés dans ce centre d'accueil provisoire et enregistrés à l'entrée. On vient de partir, on nous renvoie ici. Donc, On va s'embrasser. bien sûr, oui. Il y en a qui sont enregistrés ici, on leur remet des bracelets comme quoi ils sont enregistrés. Et tout d'un coup, là, lui, il est venu, il a pu son bracelet, il n'en a pas eu, il ne sait pas où aller, alors on le ramène ici. Ça semble très compliqué. Aujourd'hui, 800 mineurs ont déjà enregistré leurs empreintes à l'entrée du centre. Ceux qui ont de la famille en Angleterre partiront. Le gouvernement britannique s'est engagé à les accueillir. Les autorités assurent qu'il y aura une solution pour tout le monde. Le gouvernement français s'est engagé à ce que les mineurs aient des solutions adaptées pour ceux qui resteraient en France. Et s'il y en a qui restent dans la jungle, eh bien, nos équipes iront les chercher. Ce matin, nous avons croisé Souleyman. Il dit avoir 17 ans, pas de famille en Angleterre et vit encore sous une tente avec d'autres mineurs. Si tu n'as pas de famille en Angleterre, tu ne peux pas y aller. Donc je resterai jusqu'à la fin, je ne sais pas où aller. Et la fin de la jungle pour les mineurs, ça n'est pas pour tout de suite. Même s'ils vont assister à sa destruction, ils seront nombreux à rester vivre dans le centre de containers, le temps qu'une solution d'hébergement leur soit proposée. Et à Paris, dans le 19e arrondissement, près du métro Stalingrad, les riverains, eux, ne cachent plus leur impatience face au problème des migrants. Certaines rues du quartier ressemblent à un bidonville. 1600 personnes vivraient actuellement sur les trottoirs. Certains habitants redoutent que le phénomène augmente avec l'évacuation de la jungle de Calais. Isabelle Saboureau avec Manuel Tissier et Philippe Turpot. Ils vivent à même le sol, en plein Paris. Pas de sanitaire, aucune condition d'hygiène. Depuis plusieurs mois, près de 2000 migrants campent jour et nuit dans cette avenue du 19e arrondissement. C'est une situation indigne pour les demandeurs d'asile, mais aussi indigne pour toute la population parce qu'on est pris dans des situations terribles. On ne peut pas se déplacer, on ne peut pas marcher sur les trottoirs. C'est des conditions de saleté, de problèmes même sanitaires terribles parce que toutes ces milliers de personnes qui sont dans Paris, eh ben, ils vivent comme ils peuvent. Les migrants attendent ici dans l'espoir d'être reçus par France Terre d'Asile. C'est le passage obligé et unique pour tous ceux qui arrivent en France. Et ils sont chaque jour plus nombreux. Where do you come from? Soudan. Nous avons constaté depuis un moment que
l'affluence augmente depuis 2 semaines maintenant. On va dire 2 semaines, il y a beaucoup plus de monde par rapport au repas que nous distribuons. Ça, c'est sandwich. Depuis le démantèlement de la jungle de Calais, les riverains redoutent qu'un nouveau camp s'installe ici. Ils ne reconnaissent plus leur quartier et la tension monte. On est exaspérés, les vêtements suspendus, les tas d'ordures, c'est tout, on n'en peut plus. Au point de s'en prendre parfois aux bénévoles qui aident les migrants. Vous les nourrissez, donc vous les laissez vivre là. Vous savez, allez voir un peu les commerçants, vous n'allez jamais. Ils sont tous au bord de la faillite. Mais il faut faire quoi, là. madame? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je ne sais pas. Mais il ne faut pas continuer ça. C'est pas possible. Mais donc il faut laisser les gens mourir de faim. Peut-être qu'elle souhaite que le problème soit déplacé, mais nous, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaiterait que tout le monde soit bien dans son pays, mais bon, la folie des hommes, en fait, ne dépend pas de nous. Nous, tout ce qu'on fait, c'est d'essayer, à notre petit niveau, de faire quelque chose. Moins de passages sur les trottoirs, plus personne en terrasse. Dans ce quartier, depuis 3 mois, les commerçants affirment perdre 30% de leurs recettes. On perd tous les jours sur le chiffre d'affaires. Tous les jours, il y a des gens qui, par exemple, ont travaillé avec des gens là, ici, plein de bureaux, plein de trucs et tout. Les gens, ils veulent même plus sortir pour manger à midi. Pour mettre fin à ces campements de rue, l'État et la mairie de Paris comptent sur l'ouverture d'un centre d'accueil dans quelques jours. Les gens, plutôt que d'aller s'entasser sous le métro ou sur la voie publique, pourront être mis à l'abri dans ce centre. Ils n'auront pas vocation à y rester. C'est un lieu où on met à l'abri de manière très temporaire les gens et où on leur propose une orientation en fonction de leur situation. Problème, ce centre ne proposera que 400 places, très insuffisant face à l'afflux régulier de ces réfugiés. Voilà, on vient de l'apprendre, la mission du porte-avions Charles de Gaulle engagée dans la reprise de Mossoul est prolongée jusqu'à la mi-décembre. Dorothée Olléric, Florian Lemoyle et Ludovic Lavier suivent actuellement la progression des soldats français engagés dans la lutte contre le groupe État islamique. Voyez leur reportage. Nous sommes au sud de Mossoul, à une trentaine de kilomètres de la ligne de front. Derrière moi, les canons César qui ont été positionnés ici par les artilleurs français. En moyenne, depuis le début de l'offensive, ils effectuent environ une dizaine de tirs. Alors, comment ça se passe concrètement? Eh bien, quand les forces irakiennes lancent un assaut ou essuient une contre-attaque, ils peuvent demander l'appui de la coalition. La coalition se dirige alors ou vers les avions de chasse qui interviennent ou vers les canons qui doivent entrer en action. Et ça se fait très rapidement. Entre le moment où l'ordre est validé et où les artilleurs français tirent, il peut se passer 5 à 10 minutes. Je vous le disais dans les titres, la grogne des policiers se poursuit. 10e jour de mobilisation. Actuellement, près de 350 agents manifestent dans les rues de Paris. Ils sont en route pour l'hôpital Saint-Louis. Où vous vous trouvez, Sophie Rodier? C'est dans cet établissement qui est toujours soigné, un des fonctionnaires blessés à Viry-Châtillon. Agression qui a initié ce mouvement. Oui, et les policiers devraient bientôt arriver devant l'hôpital Saint-Louis. C'est ici que le mouvement a débuté il y a maintenant plus d'une semaine. Et c'est un lieu symbolique, vous le disiez, pour les policiers, car c'est ici que leur collègue grièvement blessé à Viry-Châtillon est toujours hospitalisé. Alors, depuis le début du mouvement, ce sont les policiers de la base qui se mobilisent, des rassemblements nocturnes en dehors de toute consigne syndicale. Et depuis quelques jours, ce sont les syndicats désormais qui appellent eux aussi aux manifestations. Ce sont eux d'ailleurs qui seront reçus ce soir à 18h par François Hollande à l'Elysée. Le gouvernement va annoncer une somme d'argent qui va être débloquée en urgence. C'est une avance sur le budget de 2017 du ministère de l'Intérieur pour améliorer notamment leurs équipements. Il y aura aussi de nouvelles mesures qui seront annoncées pour notamment mieux sanctionner les outrages et les agressions de policiers. Sophie Rodier en direct de la manifestation des policiers à Paris. Merci beaucoup Sophie. En France toujours. Et en bref, l'affaire Traoré va désormais être instruite à Paris. La justice a ordonné hier le dépaysement de ce dossier. Je vous rappelle qu'une information judiciaire a été ouverte après la mort d'Adama Traoré, 24 ans, décédé lors de son interpellation par les gendarmes. C'était au mois de juillet dernier. 48 heures après son enlèvement dans une rue de Nice, les ravisseurs de Jacqueline Vérac auraient pris contact avec la famille de la millionnaire. Information que refusent pour l'instant de commenter les enquêteurs qui examinent toujours les caméras de surveillance de la ville. La victime est à la tête du Grand Hôtel de Cannes, un des palaces de la Croisette.
La colère monte parmi les locataires de plusieurs logements HLM situés en région parisienne. 800 familles doivent faire face à des pannes d'ascenseurs et s'apprêtent à engager une action de groupe contre le bailleur. Une dizaine de bâtiments sont concernés. Certains habitants qui ont des difficultés pour se déplacer ne peuvent plus sortir de chez eux. Mathieu Lignot avec Marie Cazot. C'est un combat qu'il mène depuis des semaines contre les ascenseurs en panne. Fouad Ben Ahmed a créé un collectif pour défendre les locataires. Il vient d'être alerté par un couple de cet immeuble. Ici, cela fait 3 semaines que l'appareil ne fonctionne plus. L'ascenseur qui ne répond pas, qui est indiqué hors service, donc voilà. Et puis aucune information. Voilà. Cette famille doit donc monter les 8 étages à pied, plusieurs fois par jour. Redescendre et remonter, c'est ce qu'il y a de... C'est ce qu'il y a de plus difficile, donc on est obligé de s'organiser, de faire vraiment attention pour limiter les déplacements, quoi. Donc, quand on arrive, c'est le soulagement ? Oui, c'est la fin de la montée et oui, c'est un soulagement. On est enfin chez nous. L'idée d'un collectif est née après le calvaire vécu par Martine Fontaine, cette locataire en fauteuil roulant. Cet été, elle est restée 45 jours clouée chez elle. Que ce soit des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous amicaux, de gens qui m'invitent ou quoi que ce soit, je ne peux pas bouger, je ne peux pas aller en course. Et depuis juillet, le problème n'est pas résolu. L'ascenseur tombe régulièrement en panne. La panne d'ascenseur doit être l'exception, ça ne doit pas être la règle. Et dans certains quartiers, c'est la règle. Et il y a des gens qui ont mal au ventre en arrivant chez eux au moment d'appuyer sur le bouton. Parce qu'ils se disent, il va être en panne et il va falloir que je monte mes 16 étages à pied. Le collectif a lancé une action de groupe. Accusé, un des bailleurs sociaux concernés, Emmaüs Habitat, dit avoir conscience du problème. Mais pour l'office, ces pannes sont dues à une surutilisation des ascenseurs et des dégradations récurrentes. Il y a 2 ans, jour pour jour, Rémi Fraisse, jeune militant écologiste, était tué lors d'une manifestation contre le barrage de Sivens dans le Tarn. Cet après-midi, des opposants au projet se retrouvent à Toulouse pour lui rendre hommage à un rendez-vous qui n'est pas autorisé par la préfecture. Muriel Lassaga avec François Gain. Lorsque nous arrivons dimanche dernier sur le site du barrage de Sivens, la tension est extrême. Des heurts viennent d'éclater entre des agriculteurs et des militants écologistes. Un homme pro-barrage a blessé 2 jeunes filles. Et il a commencé à monter dans les tours et il avait son opinel à la main. Il s'est même coupé le pouce, on l'a dit à la gendarmerie. Il s'est entaillé le pouce en donnant les coups et il a commencé à donner des coups comme ça autour de lui. J'ai vu son couteau qui était rentré, mais j'ai regardé mon ventre et je voyais pas de sang qui coulait, ça m'a fait bizarre, quoi. Les gendarmes confirmeront les faits. Pour les militants écologistes, c'est un jour de commémoration en souvenir de Rémi Fraisse, cet étudiant mort ici il y a 2 ans. Pour les agriculteurs présents ce jour-là, c'est une provocation, une de trop. Ça fait 2 ans de sécheresse. Vous comprenez bien que les locaux n'ont aucune intention de voir revenir ceux-là même qui ont laissé la vallée dans un désordre pas possible, avec des immondices partout, hein, et 2 ans de non-droit. Ça suffit, ça suffit. La partition va se jouer entre émotion et exaspération. Enfin, ça fait mal pour Rémi, quoi. Ce 25 octobre 2014, Rémi Fraisse manifeste contre le projet d'une retenue d'eau au cœur de la forêt de Sivens. Des affrontements éclatent entre opposants et gendarmes mobiles qui ripostent à l'aide de grenades offensives. Dans la nuit, l'une d'elles touchera mortellement le jeune militant écologiste. 2 ans plus tard, l'enquête judiciaire est toujours en cours. Le gendarme qui a tiré, toujours en fonction. 2 ans plus tard, rien n'a bougé. Les arrêtés de déclaration d'utilité publique viennent d'être annulés. Le projet est jugé illégal, trop coûteux, disproportionné. Une première victoire amère pour les opposants et leurs leaders que l'on voit ici lors des premiers rassemblements. Ben Lefetté sait qu'une nouvelle concertation est prévue, mais campe sur ses positions. Pourquoi sacrifier une zone humide à Sivens? Pourquoi dépenser beaucoup d'argent public s'il y a d'autres solutions plus intéressantes pour la collectivité?
D'autres solutions, mais surtout pas un barrage à Sivins. C'est pourtant l'option qui est toujours privilégiée par le conseil départemental du Tarn et les élus locaux. Ils veulent toujours un barrage, même plus petit, mais selon eux, indispensable à la survie de la vallée. On a eu des restrictions d'eau cet hiver, le Tescou s'est asséché. Donc aujourd'hui, c'est incontestable. Donc voilà, l'État a décidé donc maintenant que tous les projets devaient passer par un projet de territoire, donc acte. Allons sur le projet de territoire. Cet été, ce jeune agriculteur a puisé dans le lac collinaire de son voisin pour ses cultures de melons. Interdiction de pomper l'eau du Tescou, la seule rivière de cette vallée aride. On joue au poker chaque année, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. On joue au poker chaque année. Donc, bon, quelle entreprise peut faire ça aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel de la crise agricole, quoi, voilà. Sivins, aujourd'hui, ce sont 2 millions d'euros investis dans ce projet devenu une friche à l'abandon. Mais surtout, la mort d'un jeune homme et une vallée meurtrie. La parité entre les hommes et les femmes, un rêve qui va devenir réalité dans 170 ans. Des perspectives établies par le Forum économique mondial qui souligne l'accroissement des inégalités dans certains pays, comme la France, mauvais élève sur le plan de l'égalité des sexes en politique, ainsi que dans la répartition des salaires. Diane Schlinger et Ariane Morisson sont allés chez un assureur français particulièrement vertueux dans ce domaine. Elle ne plaisante pas avec l'égalité salariale. Des dizaines de milliers de femmes rassemblées ici en Islande, sur cette place de la capitale. On dit que les femmes postulent à des emplois moins bien payés, que les femmes veulent davantage rester à la maison, qu'elles choisissent d'elles-mêmes, qu'elles sont libres. Mais c'est faux. Aucune femme ne choisit d'être opprimée. Elles ont fait un calcul. Avec les différences de salaire, c'est comme si à partir de 14h38, elles travaillaient pour rien. C'est donc l'heure qu'elles ont choisie pour leur grève. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis petite. Je ne vaux pas 20% de moins qu'un homme. En Islande, une femme est payée 18% de moins qu'un homme et c'est le meilleur élève au monde en matière d'égalité. La France, elle est 17e. Bonne élève en matière d'éducation et d'accès à la santé, mais loin du compte en politique. À l'Assemblée nationale, 577 députés, 150 femmes. On est loin de la parité. Pour les salaires, c'est encore pire. La France est dans les 10 derniers du classement. Pourtant, certaines entreprises tentent d'y remédier. Cet assureur a créé une enveloppe de 7 millions d'euros. Chaque année, on regarde très précisément quel est l'écart de salaire entre les hommes et les femmes sur un même métier, avec une même ancienneté, avec le même niveau de responsabilité. Et lorsqu'il y a un problème qui se pose, eh bien, on essaye d'apporter une solution en termes de salaire. De petits progrès. Mais à ce rythme, l'égalité homme-femme en entreprise ne sera atteinte qu'en 2186, dans 170 ans. D'après les spécialistes, dans le monde, le fossé se creuse à nouveau depuis 2013. Isoler ses combles pour seulement 1 €, une offre commerciale exceptionnelle réservée aux ménages les plus modestes, des travaux qui leur ont permis de réduire leur facture de chauffage de 20 à 40%. On va voir avec vous, Margot Manière, s'il existe d'autres solutions pour isoler sa maison. Mais d'abord, notre reportage en Gironde et en région parisienne avec des familles qui ont donc bénéficié du plan de lutte contre la précarité énergétique. Un reportage signé Françoise Vallée, Élise Stern et Laura Lecartier. Ces ouvriers sont attendus depuis 1 mois. C'est le grand jour pour la famille de Niou-en-Prou. Les combles vont enfin être isolés. En 2012, quand le couple a acheté cette maison de 100 mètres carrés, tout était à refaire. Cuisine, carrelage, peinture. Il n'y avait même pas de chauffage. On a mis des radiateurs, des bons radiateurs, mais bon, ça chauffe, mais on a quand même des pertes. Faute d'argent, ils chauffaient très peu leur maison. Mais ils ont trouvé une solution. Une offre commerciale qui propose l'isolation des combles pour 1 € seulement. Première condition, avoir des combles mis à nu. Il ne fallait pas avoir le plancher, il ne fallait pas avoir les câbles électriques. Il fallait vraiment que les combles soient vides. Deuxième condition, avoir des ressources limitées. Avec 25 000 € de revenus par an, le couple est éligible. L'opération est simple. Les ouvriers pulvérisent une épaisseur de 25 cm de flocons de laine de verre entre la toiture et les chambres. Inconvénient de taille, le grenier est désormais condamné. À chauffage équivalent, vous allez avoir un gain de l'ordre de 4 degrés.
l'économie d'énergie qui est générée sera au minimum de 20% de votre facture. Une affirmation à vérifier dans les mois à venir. Mais en moins de 2 heures, l'isolation est terminée. On va vous adresser la facture de 1 euro bien. À régler par chèque ou virement à votre convenance. D'accord. J'y croyais vraiment pas. Les 1 euro, pour moi, ça m'a semblé bizarre. Je pensais qu'il y avait une arnaque à côté. Si la famille a payé 1 euro, l'entreprise, elle, gagne 1 500 € grâce au principe du pollueur-payeur. Les firmes qui dégradent l'environnement ont le choix. Soit elles payent une amende, soit elles reversent de l'argent pour aider les personnes en précarité énergétique. On va déclarer ces travaux à l'État. L'État va nous donner ce qu'on appelle un certificat d'économie d'énergie par rapport à ces travaux, certificat d'économie d'énergie que l'on revend aux distributeurs d'énergie et de carburant. En 3 ans, 13 000 foyers modestes ont bénéficié de cette offre à 1 euro. Mais une étude de l'Agence nationale de l'habitat sur 180 000 logements montre que c'est une prise en charge globale du bâtiment qui permet de diviser la consommation d'énergie par 2. L'isolation des combles, c'est une approche, mais également l'isolation des murs, le changement de chaudière, la ventilation, les fenêtres. 3/4 de nos projets réalisent au moins 2 à 3 types de travaux différents. À Bordeaux, Régis Leroy a réalisé plusieurs travaux d'isolation il y a 2 ans. L'isolation par l'extérieur, on peut bien le voir ici, l'épaisseur des murs. Pour sa maison des années 70, il a d'abord fait réaliser un bilan. Isoler les combles ne réglait pas les problèmes d'humidité qui alourdissaient ses factures. L'AVMC, c'est-à-dire l'aération, ça permet de ventiler l'air de la pièce et de ne plus avoir de moisissure tout autour des murs. Coût des travaux, 30 000 €, impensable pour lui. Mais entre les différentes subventions et le crédit d'impôt, il reste 5 000 € à sa charge. Et il a déjà des résultats sur ses factures. L'année qui a suivi, j'ai reçu mon nouveau prélèvement. Celui-ci, c'était l'ancien, 163 € de prélèvement mensuel. Et le nouveau, après isolation, 94. Donc inutile de vous dire qu'il y a quand même une grosse différence. C'est pratiquement 42% d'économie sur mon budget du gaz. En 6 ans, il aura amorti son investissement et dispose aujourd'hui d'une maison saine et bien isolée. Voilà pour ce problème d'actualité. Margot Manière, bonjour. Je veux faire des travaux d'isolation. Quelles sont les aides dont je peux bénéficier ? Alors, il y a énormément d'aides publiques, des aides de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, des aides des collectivités locales ou encore des dispositifs comme l'éco-prêt à taux zéro ou le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Alors justement, comment je fais pour m'y retrouver parmi toutes ces aides, Margot ? Pas toujours évident en effet. Alors un conseil, vous pouvez vous rendre sur le site public www.rénovationinfoservice.gouv.fr ou un numéro unique, le 0808 800 700. On vous aiguillera vers un conseiller proche de chez vous. Alors si j'ai bien compris, il y a aussi des aides privées qui existent. Oui, on l'a vu dans le sujet, mais attention, un petit rappel, c'est du business. Souvent, vous aurez l'impression que ces entreprises proposent des aides publiques, alors que pas du tout. Et c'est intéressant ou pas ? Alors oui, mais il ne faut pas se limiter aux aides privées. Les aides publiques sont souvent plus importantes. Et puis attention, ces entreprises vous diront que vous faites beaucoup d'économies d'énergie, mais sans contrôle, alors qu'en appelant le numéro de téléphone dont je vous parlais, un conseiller indépendant va se rendre chez vous et va vous proposer un projet sur mesure. Enfin, si vous avez un doute sur ce que vous propose la société privée, un dernier conseil, vous pouvez vous rendre dans un espace info énergie. Des personnes pourront vous renseigner. Merci Margot pour toutes ces explications. Une belle balade maintenant, une balade dans le massif des Morts. En cette période de vacances, les châtaigneraies attirent de nombreux visiteurs. C'est l'heure de la récolte, de la cueillette. Audrey Richier et Laurent Verdy ont suivi les enfants d'un centre de loisirs dans la forêt de Colobrières, dans le Var. Et vous allez voir qu'ils ont fait le plein de châtaignes et de marrons. Une douce lumière d'automne, une forêt d'arbres vieux de 500 ans, des bogues prêts à tomber, tout pour partir à la découverte du métier de castanéiculteur. Donc on va ramasser les châtaignes avec un petit saké, nous on appelle ça. Donc c'est un petit tablier. Il faut faire comme ça. Oui, comme ça il faut mettre exact. La cueillette, sans doute le moment le plus amusant. En fait, il y en a plein d'ouverts et tu écrases avec le pied les châtaignes qui sont coincées dans les boules de pique. Et regarde tout ce que j'ai trouvé. Ouh, trop grosse.
Les petits castanéiculteurs d'un jour découvrent tous les secrets de la châtaigne avec le propriétaire du domaine. Venez me voir, venez me voir. La châtaigne, quand elle est dans la bogue, elle n'a pas encore vu la lumière, elle est toute blanche, la peau elle est toute molle. Et c'est vraiment dans les derniers jours, quand la bogue elle va sécher, quand ça va mûrir, que les châtaignes vont changer de couleur et que l'écorce, là, la peau elle va devenir marron. Après avoir vidé les saquets, il faut trier les châtaignes. Vous avez vu des châtaignes abîmées avec des trous, avec des petites blessures, tout ça? Voilà, comme celle-ci par exemple. Comme elle, là. Je regarde sur les châtaignes s'il y a des trous. Et s'il y a des trous, on les met de côté pour les jeter. Et pour les plus belles pièces, direction le feu, de châtaignier bien sûr. J'ai pris les châtaignes que vous avez ramassées ce matin. Il y a l'humidité qui est à l'intérieur de la châtaigne qui va sortir. Les châtaignes vont être entièrement mouillées comme s'il y avait de la rosée dessus. Voici l'heure tant attendue de la dégustation. C'est croquant. Hein? Ouais, c'est croquant. Et ça vous plaît? Oui. Je savais pas trop de goût, j'aimais pas trop. Mais devant la crème de marron, les visages s'illuminent. Je vous fais goûter? Oui. Ça me fait penser à la châtaigne cuite. Et après, je sais pas. Avec quoi t'aimerais bien le manger? Avec une crêpe. Une balade d'automne à renouveler à l'unanimité. Notre invité du 13h, Patrick Hernandez. Bonjour, auteur, Bonjour. compositeur, chanteur d'une chanson que nous connaissons tous. On écoute? Oui, avec plaisir. En quelques chiffres, Born to be Alive, rappelez-nous, c'est combien d'albums vendus, combien de disques d'or? 27 millions de singles, c'est un record encore absolu. 56 disques d'or, numéro 1 dans 25 ou 26 pays, je me souviens plus exactement. Enfin, c'est une chanson qui a une vraie magie et qui a conservé une verdeur absolument incroyable encore aujourd'hui. C'est le tube de votre vie, une vie incroyable que vous racontez dans ce livre, Alive. On découvre notamment que vous avez écrit les paroles de Born to be Alive en 1 heure. Alors c'est la musique en 1 heure et les paroles en une demi-journée, c'est vrai? C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. En fait, je me suis basé sur ce que je voyais autour de moi. Et je trouvais que les gens ne vivaient pas à fond leur vie. Et vous avez été touché par la grâce? Moi, je ne sais pas. En tout cas, la chanson, effectivement, c'est un vrai état de grâce de toute une équipe, d'un producteur, de musiciens, de moi-même peut-être. Ce serait un peu prétentieux de dire. C'est amusant parce que vous racontez que vous avez eu du mal à trouver un producteur pour ce tube planétaire. Et c'est finalement en Italie où vous avez dû aller. Tout à fait. On a dû s'expatrier à un moment après 6 mois de pérégrination en France où personne ne voulait du disque, personne ne voulait s'en occuper, personne ne voulait le sortir. Il y a des maisons de disques français qui ont dû s'en mordre les doigts. Tout à fait. Vous vous souvenez du jour où vous avez reçu votre premier chèque de droit d'auteur? C'était 500 000 francs, c'est ça? Oui, un chèque de 500 000 francs pour le trimestre passé. Et donc, c'est ma grand-mère qui m'avait apporté ça un jour à la maison complètement affolée en me disant « Regarde, ce chèque est arrivé, il y avait peut-être une erreur, il y a un zéro de trop. » Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai acheté une maison très rapidement. Vous avez fait des cadeaux à votre maman et à votre grand-mère, je crois. Oui. L'argent n'a jamais été votre motivation principale? Non, c'est pas mon truc. L'argent, pour moi, ça sert uniquement à satisfaire des besoins du moment, mais pas à amasser. C'est quelque chose que je ne fais pas et que je n'aime pas. Je n'aime pas l'argent de toute façon. Alors, intéressant, vous êtes passé subitement de l'anonymat absolu à une notoriété absolument interplanétaire. Vous avez été dans tous les pays du monde. Vous étiez presque un Beatles, quoi. Oui, c'était le but à la base. J'avais envie de devenir un Beatles ou de faire en tout cas quelque chose qui ressemblait à ce qu'ils avaient fait. Ça a duré un petit moment et après je me suis aperçu en fait que c'était une vie qui me convenait qu'à moitié. Et donc c'est pour ça que je suis parti me réfugier dans la campagne, au fin fond de la campagne, pour réfléchir à ce qui m'était arrivé. Et je pense que cette période d'introspection m'a fait beaucoup de bien. Alors un livre riche en histoire et en anecdotes. On découvre que vous avez rencontré
Madonna. Oui. Alors à l'époque, elle s'appelait pas encore Madonna. Elle a passé un casting pour être une de vos danseuses et elle est restée à vos côtés pendant quelques mois, pendant une tournée. Pendant un an, en fait, toute l'équipe a trouvé qu'elle avait vraiment un talent en naissant, mais déjà très affirmé. Donc, au lieu de la faire danser derrière moi, on l'a ramenée avec nous en Europe. Et nous avons passé effectivement un an côte à côte. Nous sommes de bons camarades tous les deux. Vous avez de ces nouvelles aujourd'hui encore? J'en ai de temps en temps par la bande, mais on vit sur des planètes un tout petit peu différentes. Moi, je vis dans le Vaucluse et elle vit ailleurs. Et j'en ai quand même de temps en temps par des amis communs que nous avons qui me rapportent de temps en temps un petit bisou de Londres. C'est pas un peu frustrant d'être l'homme d'un seul tube, aussi connu soit-il? Alors, je fais une grande différence entre tube et standard, en fait. Et tant que ma chanson était un tube, qu'un tube, j'étais un peu frustré. J'avais envie, le compositeur en tout cas avait envie de faire entendre autre chose. Mais à partir du moment où la chanson est devenue un vrai standard de la musique de cette époque-là, et au niveau planétaire, je me suis dit que finalement c'était pas si mal que ça, et que pour un auteur-compositeur, j'avais quand même réussi un joli coup. Quand même. Voilà, un joli coup que vous nous racontez merveilleusement bien dans ce livre. C'est gentil. Alive aux éditions Mareuil. Merci à vous, Patrick Hernandez. Merci à vous, merci. La suite de notre feuilleton maintenant, un feuilleton qui nous fait découvrir cette semaine les meilleurs chocolatiers de la planète. Aujourd'hui, direction l'Allemagne à la rencontre de Michaela Karg. Elle a 32 ans. Le chocolat, pour elle, est une vocation précoce, puisqu'elle a été élevée dans une famille plutôt gourmande. Chocolat de Laurent Barre, un feuilleton d'Amaury Guibert, Thomas Henkel, Julien Méchaussier et Brice Boussoir. Dans les rues de Feuchtwangen, vous la croiserez peut-être marchant de son pas décidé. Michaela Karg est comme cela. C'est une fonceuse, un monstre de travail. Bonjour. Tout va bien? Et alors que les passants salivent déjà devant sa vitrine, elle a pris possession de son atelier. Il y a des dizaines et des dizaines de bouchées au chocolat à confectionner. Les gestes sont précis, rodés. C'est un peu comme conduire une voiture. On se concentre, on ne peut pas penser à autre chose. À 32 ans, elle est déjà reconnue comme l'une des meilleures de sa profession. Michaela Karg maîtrise le chocolat et le premier de ses secrets, comment arriver à une brillance parfaite. Le plus important, c'est de faire fondre le chocolat doucement pour que tous les cristaux qui sont dedans se désagrègent. C'est comme ça qu'on peut avoir une brillance parfaite, comme de la soie. Ça ne tournera pas au gris, ça reste brillant. Et avec cela, toutes les audaces sont possibles. Comme de confectionner ce masque en chocolat. Appliquer 3 couches, laisser refroidir, démouler avec précaution, peindre au colorant alimentaire. Après, vous invitez des amis à la maison. Ça fait une jolie décoration au centre de la table ou sur un dessert. Une pièce unique en chocolat noir, de la crème fouettée, de la ganache, de la génoise, des gâteaux. Le chemin vers le bonheur commence certainement par l'atelier de Michaela Karg. À la fin, il y a le client qui est ravi, impressionné et heureux. C'est ce qui me fascine avec le chocolat. C'est ce pouvoir de rendre les gens heureux. Côté café, elle vient justement proposer un petit bout de bonheur. J'ai une nouvelle création à vous faire essayer. C'est une base caramel, feuilles de sureau, ganache et croquant. C'est vraiment délicieux. Pas trop sucré, juste ce qu'il faut. Elle est toujours très créative. Elle arrive toujours à inventer quelque chose de nouveau et c'est pour ça qu'on vient. Bonjour papa. Chez les Karg, la gourmandise, c'est une affaire de famille. Le père tenait déjà ce café-pâtisserie. Avec ses 2 sœurs, Michaela a grandi derrière ce comptoir, les yeux à hauteur de gâteau. Les enfants aimaient bien venir au magasin. Michaela faisait ses devoirs ici, à côté de moi. Elle ne voulait pas trop aider, mais toujours goûter. Le goût des bonnes choses, elle va le perpétuer avec une formation de maître chocolatier. Sacrée championne d'Allemagne, puis 3e aux mondiaux de 2009, elle va décider de revenir là où tout a commencé pour elle. C'était quelque chose de quitter la grande ville pour revenir habiter ici, dans un petit village. Mais ça a toujours été mon objectif, mon rêve. Rentrer à la maison et reprendre le café de famille.
Mais quand on travaille 6 jours sur 7 en famille, l'envie de s'évader est parfois très forte. Alors Michaela Karg prend son sac à dos et trouve refuge dans la tour du village. Aménagée en salle d'escalade, grimper pour se défouler et repousser les limites. Faire de l'escalade, c'est aussi prendre des risques. C'est important d'avoir le goût du risque, d'essayer, de tenter, un peu comme dans mon métier. Avant de quitter son café, nous lui avons demandé de nous montrer une recette simple à réaliser chez soi. Je vais faire des feuilles très fines avec des éclats de fèves de cacao et de la fleur de sel. Il faut avoir tous les ingrédients sous la main car ça doit aller vite. Étaler sur une feuille de papier sulfurisé, saupoudrer, laisser reposer, découper, c'est d'une simplicité déconcertante, le chocolat dans son plus simple appareil. Ces feuilles de chocolat passent très bien avec un verre de vin le soir. Ce n'est bien sûr qu'une suggestion, car reconnaissons, au chocolat se mérite. On peut en manger à n'importe quel moment de la journée. Et la suite, bien sûr, demain. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo d'Anaïs Baïdemir. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. On se quitte avec ces images féeriques d'une sirène nageant au milieu de la faune aquatique, des raies du Pacifique qui semblent apprécier leur nouvelle compagne. Un spectacle proposé par l'Océarium du Croisic. Je vous retrouve demain, toujours à 13h, toujours avec plaisir.